Denis Foucard, en parcourant votre biographie, qui est très dense, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup de choses se sont passées dans votre vie, j'ai vu qu'en 1938, vous avez obtenu le premier prix de poésie junior de la Société des auteurs français contemporains de Toulouse. C'est une vocation manquée que la guerre a perturbée ? Non, pas forcément, mais j'aimais beaucoup lire et j'ai été attirée par la poésie. Je ne sais pas pourquoi. Alors, quand j'ai appris qu'il y avait un club de poètes français qui se réunissait et que c'était ouvert à tout le monde, y compris aux enfants, j'ai demandé à ma mère si je pouvais y aller. Elle m'a dit oui, tu peux y aller. J'y suis allée. Puis c'est tout. Je travaillais, je voulais faire de la rime. Voilà, c'est ce qui me plaisait. Voilà, c'est ce que j'inventais toujours les choses qui pouvaient rimer pour que ça. Et tous les ans, il y avait le premier prix des auteurs français contemporains, c'est comme ça que ça s'appelait. Et puis d'un seul coup, j'apprends que moi, en 1938, j'obtiens ce prix pour junior. Et je crois que c'était la première fois qu'on donnait un prix junior. On n'en donnait pas auparavant. Alors il m'avait donné ça parce que tellement j'étais appliquée. Et à l'époque, je faisais les devoirs quand mon frère avait des devoirs de poésie, il était plus jeune que moi, lui, des devoirs de français à faire à l'école, moi je lui faisais en vers. Et ça faisait toujours très drôle parce que son professeur me disait comment ça se fait que tu fais ça comme ça. Voilà. Mais enfin, lui était bien plus jeune que moi, mais enfin, ça paraissait d'autant plus drôle. Voilà. Alors donc, c'est tout. Ça s'est passé sans manifestation particulière, où je ne me rappelle plus. Mais j'ai eu ce prix comme ça, mais c'était drôle. Alors ça, c'était à la veille de la guerre. Oui. Alors, mais question aussi, comment êtes-vous entré en résistance? Parce que très vite, oui, dès le début de la guerre, vous avez participé à la résistance à l'occupant. Oui, alors moi j'avais 17 ans donc à l'époque, hein, c'est ça. Avant donc d'arriver à l'âge de 17 ans, je poursuivais mes études, je suis allé jusqu'au bac, pas plus. Mais le bac c'était le brevet supérieur, ça s'appelait à l'époque. Hein. Bon, j'avais pris un peu le goût de la danse, je voulais danser, voilà. Alors donc, j'étais allé à un cours de danse qui se faisait à côté de mon école, et puis ensuite, on m'avait dit, oh ben oui, tu peux participer peut-être. Alors on avait fait un ballet, je sais pas trop, je me rappelle pas comment ça s'était monté, mais on allait danser au Théâtre du Capitole de Toulouse. Il y avait des professionnels, bien sûr, mais nous, on était les jeunes, comme les petits rats d'aujourd'hui, peut-être un peu quoi. Et alors, moi, j'avais décidé, une fois pour toutes, je veux danser au Théâtre du Capitole de Toulouse, c'est comme ça. Et j'avais ça dans la tête. Bien, alors, j'étais, malgré tout, extrêmement au courant de ce que faisait mon père. Parce que mon père, qui était un militant des cheminots et un militant du Parti communiste, il était en activité permanente. Il revenait des manifestations dans des états pas possibles, déchirés et tout ça, parce qu'à l'époque, les manifestations, c'était quelque chose. Hein. Et il voulait pas toujours. Il m'avait amené une fois avec lui, mais les autres fois, il ne voulait pas m'y amener quand même, parce que il y avait de telles brutalités de la police qu'il préférait que les gosses restent à la maison. Mais il arrivait toujours, je voyais toujours arriver avec les chemises déchirées, les machins comme ça. On se battait dans les manifestations, parce qu'il y avait évidemment l'approche du fascisme, qu'on connaissait comme existant déjà en Allemagne. Et on savait qu'à cette époque-là, les patrons ici, ils répétaient sans arrêt plutôt Hitler que le Front populaire. Voilà ce qu'ils racontaient, n'est-ce pas? Parce qu'ils avaient avalé de travers le Front populaire. Alors, à partir de là, j'étais quand même très au courant de tout ça et je considérais que tout ce qui touchait moi au fascisme et au grand patronat et tout ça, c'était à combattre. Voilà, c'était dans mon esprit, en plus de mes projets de danse. Donc, quand est arrivé le traité de Montoire avec Pétain et que Pétain a vendu la France à l'Allemagne nazie, quand mon père est arrivé avec cette nouvelle-là, pour lui, c'était l'horreur sans nom. Alors, il me dit, voilà, les cheminots, c'était les cheminots du syndicat, de son syndicat des cheminots qui s'étaient réunis et qui avaient dit, on va pas laisser faire ça. Alors, dès qu'il y a eu l'appel du général de Gaulle, il y avait aussi l'appel de Charles Tillon, à l'époque. Mon père, il a dit, bon ben, il faut trouver un système, il faut se mettre à résister, on va pas accepter ça comme ça. Il n'est pas l'inventeur de la résistance, mais c'était la position prise par le syndicat des cheminots de Toulouse. Alors, ils ont trouvé une petite salle dans la mairie
dans la gare de Toulouse, où ils pouvaient se réunir en douce. Ils avaient trouvé une machine à taper, etc. Bon. Et ils combinaient qu'est-ce qu'ils pourraient faire, hein, comment ils pourraient s'y prendre, quelle est la lutte qu'ils pourraient mener, parce qu'ils se sont dit l'utilité pour une armée d'occupation, c'est de circuler. Donc ils auront besoin des trains. Alors nous, il faut trouver des systèmes pour les empêcher de le faire, etc. Puis il y avait d'autres endroits, d'autres lieux où l'appel à la résistance avait déjà marché, où on savait qu'il y avait des groupes qui se constituaient, tout ça. Donc ils étaient partis là-dedans. Alors un jour, il vient me voir, il me dit, tu sais, hein, on est embêtés parce que ce qu'on veut faire, on veut aussi le diffuser. Mais comment on peut faire? Personne, les copains cheminots, ils ne savent pas taper la machine à écrire. Moi, je savais. Alors, tout ça, on sait pas tirer non plus trop à la Ronéo. On a du matériel parce qu'on l'a piqué dans un coin. Mais est-ce que tu voudrais pas venir me le faire? Bon, ben, j'ai dit, oui, je viens avec toi. Eh bien, j'avais trouvé que c'était tellement utile vis-à-vis de la situation du pays, en sachant ce qu'avait fait mon père pour se battre, pour éviter ça, et que paf, on tombe quand même là-dedans dans le fascisme, que j'en avais presque oublié la danse. J'ai dit, il faut faire ça en premier, parce que je me vois mal danser, moi, au théâtre du Capitole, devant les troupes allemandes dans l'occupation. Alors donc, j'ai choisi d'aller vers lui, et j'ai un peu abandonné tout ce qui était le reste. J'avais fini mes études, plus ou moins, donc... Alors voilà, alors j'ai commencé comme ça, on a commencé à taper à la machine des tracts qu'on distribuait, et ont commencé les conditions de la vie dans la résistance, quoi, et où il fallait éviter de se faire arrêter. Vous avez raconté votre participation à la résistance sous une forme assez originale, dans un ouvrage au titre lui-même assez étonnant, Des rires qui cachent les larmes. On imagine facilement qu'il y a eu beaucoup de larmes. Pourtant, vous parvenez à nous faire sourire en racontant des faits d'armes. Est-ce que vous pourriez nous en raconter un ou deux de cette période-là? Oui, alors d'abord, si j'ai écrit ça comme ça, c'est parce que quand on a commencé à me demander d'aller faire des débats dans les lycées ou dans les facultés ou des choses comme ça, aux jeunes, je pensais qu'il fallait éviter d'être tout simplement rébarbatif et effrayant. Parce que les premiers que j'avais faits, les jeunes me disaient toujours « Oh, mais c'est qu'il faut être des héros exceptionnels pour faire ce que vous avez fait ». Je disais non. Chaque jeune porte en lui une essence de héros, les circonstances les font agir. Les jeunes sont toujours courageux, ça se passe comme ça. Alors je me suis dit, au fond, il ne faut pas leur dire que des choses qui sont effrayantes, parce qu'on ne sait jamais de quoi il fait le lendemain. Il vaut mieux se dire que les jeunes ont le courage d'entreprendre des choses même difficiles. Et alors, je me suis rappelé que plusieurs fois, on avait des coups dangereux qui s'étaient finis d'une façon tout à fait extraordinaire. Et alors là, on était heureux comme tout. On allait boire un petit coup de truc que ma mère cachait à la cave et tout ça, parce qu'on était plusieurs, on était une équipe. Eh bien, c'était la joie, quoi. C'était la joie qui durait une soirée. Le lendemain matin, il fallait reprendre. Mais enfin, j'ai voulu traduire ça, donc pour les enfants. Alors, pour les jeunes, l'histoire la plus, enfin à mon avis, où j'ai risqué le plus, je pense, c'est celle que je raconte, qui a été racontée par un écrivain d'ailleurs. C'est la fois où je suis allé chercher des chercheurs de revolver à Carcassonne. Alors donc, je prends une valise, c'était des valises à double fond. Alors je prends une valise avec mon double fond, donc, et puis dessus, après il y avait des chaussures, des machins. Et alors, les gens chez qui je vais, ils me garnissent bien le fond de ma valise, c'était les résistants de Carcassonne, ils me remplissent bien tout ça avec les chargeurs de revolver et tout, et puis ils m'accompagnent à la gare, mais seulement... on n'a pas réfléchi. Il y avait les filets dans les trains, comme ça, avant. Il y avait des filets en haut où on posait les valises. Il pose ma valise là-haut, puis au revoir. Voilà, on se dit au revoir, et puis voilà. Me voilà toute seule dans mon compartiment. Et puis, il y a un gars qui passe dans le couloir, il passe une fois, deux fois, trois fois, etc. Bon, une fille toute seule, là, j'avais 19, 20 ans, quelque chose, voilà. Et puis, j'étais toujours extrêmement coquette. Moi, j'étais toujours bien habillée, tout ça, ça donnait le change. J'avais l'air de tout ce qu'on voudra. Dans la ville de Toulouse, il y avait des photos partout en montrant le terroriste, etc. Le terroriste, c'était une horreur, il avait le couteau entre les dents, il était plus le juif qui était, lui, une horreur. Donc, j'avais pas le genre en question. Donc, j'étais toujours relativement bien habillée. Donc, pour celui-là qui passait, là, comme ça, il avait
Il s'est dit, tiens, je vais aller m'asseoir là. Donc il vient s'asseoir devant moi, alors il m'entretient la conversation. Et puis, ça fait 1 heure, ça doit faire 1 heure, un quart à peu près, c'est la durée, Carcassonne-Toulouse. Et pendant 1 heure, alors il a blagassé, moi je parlais avec lui, ma foi il me parlait moi aussi, tout était très bien. Et j'arrive à la gare de Toulouse, et on arrive à la gare de Toulouse, et je commence à attraper ma valise. Impossible d'attraper ma valise, tellement elle était lourde. Oh, il me dit, attendez, bougez pas. Alors, il attrape, oh, ben alors, cette valise. Ah ça, il me dit, je vois venir, c'est du marché noir. J'ai dit, non, c'est des livres, oh là là, tiens, c'est du marché noir, parce qu'on allait chercher dans la campagne des pommes de terre, des machins comme ça. Dans la ville de Toulouse, il n'y avait plus rien. Toutes les boucheries étaient fermées, il y avait simplement une affiche dessus où il y avait écrit demain, vente d'os pour les Français, parce que la viande, c'est pour les Allemands, et on m'a dit la journée d'os pour les Français, c'est vrai, ça parlait. Ça existait, ça? Oui, à Toulouse, oui. Demain, vente d'os pour les Français dans une boucherie. À la semaine, on n'avait pas le droit d'y aller. Voilà. Alors, donc, il me dit, si, c'est du marché noir. Je dis, non, c'est pas du marché noir. Je vous dis, mais c'est des chaussures et puis des livres, surtout, c'est ce qui pèse. Alors, il me dit, je vais vous la porter, la valise. Ah, je lui dis, c'est gentil. Alors, voilà qu'il part avec ma valise. Il descend sur le quai de Toulouse, de la gare de Toulouse, toujours aussi souriant. Et d'un seul coup, on entend le train qui arrive de Carcassonne, vous ne sortez que par la porte 2, où il y a une fouille générale des valises par la milice. Je dis alors là, pour le coup. Alors, je lui dis, je continue à avancer un petit peu, puis je lui dis, tiens, puisqu'il y a une fouille, vous me rendez ma valise, puisque, mais non, je la garde, votre valise. Mais je dis non, puisqu'il y a une fouille, vous n'avez pas la... Alors il me dit, non, je garde la valise, enfin, elle est trop lourde pour vous. Alors il me dit, il y a du marché noir, et mais je lui dis non, il n'y en a pas, mais je préfère garder moi-même ma valise pour qu'on me fouille avec... Non, c'est moi qui passe avec votre valise. Je me dis, tant pis, hein, que faire? Alors je me mets le plus près possible derrière lui, derrière son dos, pour être sûr dès qu'on allait le fouiller à lui, de me défiler. Et il passe, et d'un seul coup, je le vois sortir une carte bleu, blanc, rouge. Je regarde par-dessus, inspecteur général de la milice. Je dis, inspecteur principal de la milice. Je dis, c'est pas possible un truc pareil. Alors là, je suis resté tranquille. Alors il est passé, il dit, d'une part, la demoiselle qui est derrière moi, c'est pas peine de la fouiller, est avec moi. Et puis voilà, je suis sorti comme ça avec lui. J'avais plus un poil de sec. Je me demandais ce qu'il me... Alors il me dit, on va aller boire quelque chose ensemble. Je dis, j'ai pas le temps, je prends ce tramway qui est là devant, et ma mère m'attend, elle sait que j'arrive à ce train, je suis obligé de partir. Vous me donnez votre adresse? Alors je lui invente une adresse que je lui donne, je reprends ma valise, je m'en vais vers le tram, et voilà, il s'en va. Et arrivé dans le tram, j'étais comme une loque. Totalement, j'avais plus aucune force. Je tremblais comme ça, tellement que j'avais eu peur. La peur, c'est pas immédiat. C'est pas immédiat. Donc, tant qu'il fallait que je me batte, je me suis battue jusqu'au bout. Et quand une fois que j'étais dans ce tram, quand même, je ne pouvais plus. Voilà. C'est fou, ça c'est une histoire très drôle quand même, parce que je l'ai quand même bien possédé, mais c'était ma peau qui passait là. Sans le savoir. Ah ben oui, et lui, très fièrement, il a porté ça, et je croyais que c'était du marché noir. Alors à la sortie, il m'a dit, il y en avait un peu du marché noir. Non, je lui dis, il y a juste les pommes de terre. Ah, mais c'est pour ça que c'est lourd. Ben, je lui dis, oui, c'est pour ça. Voilà. Et vous êtes issu d'une famille de syndicalistes CGT en particulier. Oui. Vous pouvez nous dire un petit peu quelle a été votre rencontre après la guerre, j'imagine, avec le syndicat, et puis quelques éléments de votre parcours à la CGT? Oui, quand il y a eu le... C'est-à-dire que c'est un peu un parcours un petit peu curieux par rapport à la CGT, hein, parce que quand est arrivée la libération, mon père, qui était donc connu dans les résistants cheminots, il a été tout de suite sollicité et élu d'ailleurs pour représenter la section, la région Midi-Pyrénées, je crois que ça s'appelait comme ça à l'époque, à la Fédération des cheminots à Paris. Alors, il a dû partir tout de suite, hein, en 46. Et il dit, il faut que je parte à Paris. Voilà. Il y allait avant en délégation, souvent. Nous, on restait à la maison parce que ma mère tenait un commerce d'alimentation.
Alors bon, il s'en va à Paris, et puis à chaque fois qu'il revenait, il disait, oh là 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 là, qu'est-ce que c'était difficile, il faut que je fasse tout ça. Et ben, je lui dis, tu sais pas, moi j'étais à Toulouse, c'était fini, je savais plus trop ce que j'allais faire, j'étais à l'état-major des FFI, voilà. J'étais à la Libération, j'étais rentré à l'état-major des FFI, parce que le commandant des FFI de la région où je travaillais, moi, m'avait dit, oh, tu viens avec moi à travailler, etc. J'étais allé, mais bon, c'était une fonction comme ça. Donc quand même, mon père m'a dit, si tu venais à Paris, ça m'arrangerait. J'ai dit, bon, ben, je vais venir avec toi. Je suis donc allé avec lui, et je n'y faisais rien de particulier, mais j'allais à la Fédération des cheminots tous les jours, et je voyais à peu près le travail syndical, comment ça se présentait. Vous étiez tous cheminots dans la famille. Votre frère, Georges Ségui, oui. Également. Oui. Il était revenu déjà? Non, c'est-à-dire que lui, il était en déportation. Oui. Georges, il était parti à Mauthausen. Il a été arrêté, Georges, dans une imprimerie où on allait travailler tous les soirs. J'y allais. Vous étiez ensemble dans la Résistance? Ah oui, mais lui, il était plus jeune que moi, il a 4 ans de moins que moi, lui. Alors, on l'avait fait rentrer comme apprenti, mais il faisait un travail assez sérieux pour le Parti communiste, lui, dans cette imprimerie. Donc voilà. Et un soir, moi, je suis allé faire une course, je ne sais pas où. Quand j'arrive, je rencontre quelqu'un sur le chemin de l'imprimerie qui me dit, tu vas où? Tu vas à l'imprimerie Lyon? J'ai dit, oui, n'y va pas, il y a la Gestapo. J'ai dit, à Gestapo, oui, il y a Gestapo, on va y là. Eh ben, j'ai dit, bon, voilà, je m'en vais, mais j'ai dit, mon frère, eh ben, mon frère était arrêté, il avait 16 ans. Voilà. Alors donc, on avait été ensuite chercher on nous avait appelé pour aller chercher ses vêtements, parce qu'il était à la prison de la santé, comment ça s'appelait? Non, c'était pas... Si, la santé. La santé, ça s'appelait. Voilà, donc, on a reçu sa chemise et tout ça, il y avait du sang dessus, on était un peu écrasés. Mon père a dit, puisque c'est comme ça, moi je m'en vais au maquis. Il est parti au maquis de la Haute-Vienne, tout de suite. Et moi, je me suis dit, c'est pas la peine que je me laisse tomber dessus, si jamais l'ayant arrêté lui. Moi, je suis parti à Carcassonne, voilà, avec un cousin qui était là, qui se planquait, lui, parce qu'il voulait aller au service de la jeunesse, service obligatoire. Et alors, donc on avait fini comme ça, ce qui fait que moi, je n'avais pas précisément quoi faire de particulier. Quand mon père m'a dit, moi, tout seul à Paris, ça m'arrange pas, je suis venu à Paris comme ça, sitôt après la Libération. Voilà. Mais je n'étais pas, à proprement parler, une militante de la CGT. Oui, mais vous avez eu des responsabilités par la suite. Oui, mais c'est-à-dire par la suite, on m'a demandé si j'étais à la Fédération des cheminots tous les jours, et la Fédération du textile cherchait une secrétaire pour le secrétaire général. Les femmes, c'est toujours secrétaire. Toujours. Alors, le secrétaire général, qui était une personnalité importante de l'époque, d'ailleurs il y a des tas de choses écrites sur lui, là-dessus, cherchait une secrétaire, on me dit, est-ce que tu veux y aller? J'ai dit, bon, si vous voulez, moi j'aime bien. Alors au lieu d'aller à la Fédération des cheminots, j'allais à la Fédération du textile, donc où j'ai connu Édouard Robert. Édouard Robert, c'était le secrétaire général, qui est lyonnais, et qui était une des personnalités de la résistance à Lyon, qui lui avait été déporté à Dachau, et qui venait de rentrer de Dachau, donc qui qui est élu à la Fédération du textile, et je travaillais donc avec lui. Et un an après, je crois, je l'ai épousé. C'est pour ça que mes 2 fils s'appellent Aubert, donc. D'accord. Voilà. Alors donc, je me suis marié avec Édouard Aubert. Bon, qui est décédé par la suite il est décédé, lui, des suites de la déportation, hein, véritablement, ouais, voilà. Parce qu'il en avait bavé, et quand il racontait ce qui s'était passé en camp, il voulait pas le raconter d'ailleurs, mais moi, il me le racontait. Bon. Alors, donc voilà, je me suis donc retrouvé à la Fédération du textile, mais compte tenu que mon fils était tout petit, mon fils Jacques, et puis qu'il avait quelques difficultés, j'ai arrêté à la Fédération du textile, puis j'ai dit, il faut que je m'occupe de mon fils. Je me suis occupé de mon fils pendant quelques temps, et après, on m'a demandé si je voulais travailler dans un service du bureau confédéral, ce service où où on s'occupait du problème des femmes. Bon, je suis rentré là, et j'étais à la commission féminine, donc avec Madeleine Collin et Olga Tournade, qui était elle de la métallurgie. Et voilà, je suis resté pendant quelques temps, donc, à travailler avec le bureau confédéral. Et le plus drôle, c'est que je suis devenu très peu de temps après secrétaire du syndicat CGT des employés
la maison de la CGT. On avait créé on va voir Benoît Frachon, puis on lui dit, on s'est réunis, on a dit qu'il y avait des problèmes internes, etc., qui se posaient pour l'organisation du travail et tout. Alors on s'est dit qu'après tout, si on pouvait se constituer comme un syndicat, qui ne serait pas forcément un syndicat qui a des revendications incroyables, encore que dans le fonctionnement, ça peut toujours se présenter. Alors donc, j'avais été élu secrétaire, moi et mon mari était donc le secrétaire général de la fédération. La secrétaire adjointe, son mari était secrétaire général de la fédération de l'agriculture. Et puis, il y en avait un de la métallurgie. On était 3 femmes, toutes les 3, nous avions notre mari qui était secrétaire d'une fédération, et nous, on était à la confédération, les responsables du syndicat. Et Benoît Frachon nous avait dit, vous ne savez pas ce que vous avez le mieux à faire. Ça serait très intéressant parce que personne ne le fait. Ça serait à midi, quand vous avez fini de manger, d'essayer d'aller voir les petites entreprises de la couture qui y a par-ci par-là autour de la CGT, et essayer de voir si vous ne pouvez pas faire syndiquer des gens. On le faisait. Et on a fini par faire quand même... Il n'y avait pas très envie que vous militiez à l'intérieur, non? Je ne sais pas. Mais enfin, c'était drôle. C'était original, c'était sympathique en même temps. Quoi, voilà. Donc, je suis resté pendant quelques années quand même à la CGT. Puis alors après, j'ai eu mon deuxième fils, dont je n'ai pas pu... il a fallu que je m'occupe de lui. Et je me suis arrêté quelque temps. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant ça? Ben oui, je suis resté à la maison avec mon fils, je n'ai pas fait grand-chose, donc... Voilà. Et quand quelqu'un un jour me dit, il y a des concours qui sont ouverts pour aller travailler, pour aller faire des professions de la sécurité sociale, parce que la sécurité sociale c'était quelque chose de nouveau. Et il nous fallait des gens pour travailler au niveau des directions et tout ça, que l'on forme un petit peu avec un esprit un peu bon. Alors moi j'ai dit, je veux bien passer le concours. Bon, alors je vais passer le concours de directeur de centre de la sécurité sociale. Et à ce moment-là, je reçois la réponse. Je crois que j'étais reçu première ou deuxième pour la région parisienne à ce concours. Et on me dit de me présenter à la direction dans les 3 jours qui suivaient. Le lendemain, je reçois un coup de téléphone du comité central du Parti communiste, de Léon Vex, qui me demande si je vais aller le voir. Je dis oui, j'y vais. Il me dit voilà, on voudrait te demander une chose, on a besoin d'une secrétaire pour Maurice Thorez. Mais j'ai dit, moi, je rentre à la sécurité sociale. Alors il me dit, ça serait bien que tu acceptes de ne pas y rentrer et puis que tu viennes travailler avec Maurice Thorez. Et bien j'ai dit oui. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Alors, à partir de là, j'allais travailler tous les jours à Bazainville, là-bas où il habitait, et un petit peu au comité central, mais je travaillais donc avec lui, et je participais aux réunions du comité central, où je prenais des notes succinctes pour Maurice Thorez. Voilà. Ça a été... Et alors, quand Maurice Thorez est mort, j'ai été élu. Oui, j'étais déjà secrétaire, j'habitais Maison-Alfort, j'étais déjà secrétaire de la section de Maison-Alfort. Du Parti communiste, moi. J'étais la première femme dans le Val-de-Marne qui a été élue en tant que femme secrétaire d'une section. Il n'y avait jamais eu de femmes, il n'y avait toujours que des hommes. Bon, voilà. Il y a pas mal défriché finalement. Hein. Ah oui, c'est rigolo. Hein. Et alors, donc, après ça, mon mari était décédé, donc je fais la connaissance du secrétaire général, du conseiller général de la fédération, tout ça, et puis finalement, je me marie avec lui. Si c'est donc Roland Foucard, celui-là. Et on vient habiter Champigny. Alors le déroulement, c'est très compliqué là, je ne me rappelle plus. Alors donc on vient habiter Champigny, et à Champigny, on vient habiter en 62, il y avait des élections en 64, et on me demande si je vais être sur la liste, j'accepte d'être sur la liste, et hop, je me retrouve maire adjoint. Voilà tout le déroulement. Et alors après, je suis arrivé jusqu'à l'âge de la retraite, en 1982. Ah, vous avez été élu municipal jusqu'à la retraite. Voilà. Et alors, quand je suis rentré, je me suis trouvé au début de la retraite, Jean-Pierre Page, qui était secrétaire général de la fédération, de l'UD-CGT du Val-de-Marne, puisqu'on avait créé la fédération entre-temps, en 66, hein, aussi, ça a joué entre-temps. C'était plus Paris. Mon mari, Roland Foucard, il était conseiller général de la Seine, et en 66, quand il y a eu la décentralisation de Paris et la création des départements, il s'est retrouvé secrétaire général du département de 94. Voilà. Alors moi, je suis donc rentré dans ce département de 94. Ce qui fait que on m'a donné la responsabilité de la culture, je l'ai fait pendant quelques temps.
Mais comme Roland Foucard, mon mari, est décédé, et qu'on a essayé par tous les moyens de trouver un militant qui préside l'Institut, on n'en a jamais trouvé. Et on m'a demandé à ce moment-là si je voulais bien diriger l'Institut. Alors, l'Institut d'histoire sociale de la CGT. Alors donc, je suis devenu président de l'Institut jusqu'à ces derniers temps. C'est rigolo les choses, hein, jusqu'à ces derniers temps où l'âge aidant, j'ai dit, moi, bon, je ne vais pas quand même être président de l'Institut jusqu'à 100 ans. Faudrait quand même trouver une façon de me remplacer. Donc, on a trouvé un cadre d'Air France qui a accepté de prendre ça, et c'est mon fils. Ce qui fait que c'est rigolo l'Institut, parce que ça a été créé par Georges Segui à la CGT. Oui. Ça n'existait pas auparavant. Exact, oui. Dans le Val-de-Marne, le premier secrétaire qui vient, c'était son beau-frère, donc mon mari. Ensuite, ça devient moi, et ensuite, ça devient mon fils. C'est drôle, hein, et c'est des concours de circonstances. Une entreprise familiale, ça. Mais c'est rigolo, on dirait, c'est ce qu'on dirait, oui, mais ça fait rigolo. Alors pour Jacques, ça ne se voit pas trop, puisqu'il s'appelle Aubert, et que moi je m'appelle Foucard, oui, et que de toute façon, m'appelant Foucard, bon, avec mon mari, ça pouvait, mais avec Georges Segui, on n'était pas obligé de savoir non plus, voilà, c'était drôle. Bah oui, ça oui. Vous êtes aussi aventuré sur les chemins de la culture, alors. Ah ben oui. Quand je suis arrivé ici, c'est comme ça que c'est venu un peu. Bon, moi j'étais un petit peu conditionné au départ, parce que je vous ai dit, la danse, la poésie, bon, j'étais beaucoup intéressé par tout ça. Ce qui fait que quand on a demandé dans les mairies la possibilité d'obtenir des secteurs culturels qui n'existaient pas, parce que nos animateurs culturels, on a ouvert des maisons de la culture, mais nos animateurs culturels, on est obligé de les payer comme cantonniers, parce que c'était dans les critères logiques du personnel communal, d'un cantonnier, tandis qu'un responsable culturel, non, il n'y avait pas de culture dans les mairies. Donc, quand on a créé ça, il fallait aussi un maire adjoint qui s'en occupe, et moi, comme je m'occupais de la jeunesse, donc du bidonville, j'ai donc hérité du secteur culturel. Et dans le secteur culturel, on a fait pas mal de choses dans de nombreux domaines, parce qu'il s'est créé en même temps sur le plan national une fédération nationale des communes pour la culture. Oui, alors les municipalités se trouvaient devant des problèmes. C'est-à-dire que dans la grille du personnel communal, il y avait encore les conservatoires, mais je crois que même les professeurs de conservatoire n'étaient pas salariés en tant que tels. Il y avait que ça qui existait, les conservatoires, et puis parfois le conservatoire de danse aussi, ça arrivait comme ça, et les bibliothèques municipales. C'est les seules choses qui existaient. Quand ils ont voulu sortir de ce cadre-là pour faire de la culture qui devienne aussi revendicative, parce que la bataille, c'était qu'il y ait au moins 1% dans le budget de l'État pour la culture, ce qui ne se produisait jamais. Bien sûr, ça existait un an avec Langue, et puis bon. Alors, donc, ils ont créé cette fédération avec tous les élus. Alors, cette fédération était drôle parce que tous les élus, de droite comme de gauche, étaient tous ensemble dans cette fédération. Tout le monde s'y retrouvait ensemble. Parce qu'on arrivait à avoir des revendications qui étaient les mêmes. Sur le plan culturel, évidemment, on y arrivait. Alors donc, au bout de... Moi, j'ai remplacé Jacques Ralit. Parce que dans les créateurs, il y avait le maire de Saint-Étienne, il y avait, qui était de droite, bien sûr, mais il y avait Jacques Ralit. Et alors, Jacques Ralit, quand il l'a eu fait 2 ou 3 ans, il avait autre chose à faire, il était député, il a demandé que ce soit moi qui le remplace. Alors, je l'ai remplacé comme membre de ce secrétariat, et 2 ans après, je suis devenue la présidente. Voilà. Et alors, les présidences ne devaient durer que 3 ans, parce qu'il y avait tous les partis représentés. Et moi, quand j'y suis restée, au bout des 3 ans, je n'ai pas pu partir, ils n'ont pas voulu, j'y suis restée 3 ans. Voilà, je suis restée 6 ans à cette fédération. Voilà. Et alors après, bon, ben je suis donc, j'étais donc à l'UD, et on a commencé à créer un centre avec les comités d'entreprise. Ça s'appelle Culture et Entreprise. Voilà. Ça, c'était l'UD. Et alors là, je suis devenue aussi présidente de Culture et Entreprise parce que et j'y suis toujours. Cette association n'a jamais disparu. Je continue à y être. Moi, je continue à faire des choses pour les retraités. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un syndicat de retraités ici à Champigny
qui est dirigé par deux personnes. C'est Henri Tronchon, qui était, lui, il a eu des responsabilités importantes à la CGT au point de vue des finances, Henri Tronchon. Là, il est retraité, il a 77 ans, je crois. Alors, à tous les deux, on tient et on est actif ici. Et moi, comme je ne peux pas faire grand-chose, j'écris les tracts, les machins, voilà. Donc j'arrive à militer quand même, quoi. On a parfois du mal à convaincre les syndiqués CGT arrivés à la retraite de prolonger leur engagement. Oui. Ouais. Mais nous ça, vous vous êtes pas posé la question. Nous, non. Moi, l'habitude. Mais nous, ici, on fait un travail important des retraités de Champigny. On est sur les marchés à distribuer des tracts. On fait signer, quand il y a les repas de la mairie, on fait signer près de 3000 personnes sur les tracts de la CGT. Hein. On arrive à faire du travail drôlement intéressant. On fait des choses très très bien. C'est mieux. Denis Foucault, vous avez pu constater que le mot résistance revient beaucoup. Ah, mais je n'ai pas. Dans les manifestations, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça doit vous faire drôle de retrouver à la fois ce mot et ce qui l'entoure. C'est-à-dire que moi, quand pour me distraire un peu ici, je m'amuse avec Facebook. Donc, dans Facebook, à chaque fois que quelqu'un exprime des idées sur les choses qui se passent, etc., moi j'agite toujours, je mets une phrase politique et je finis toujours par résistons. Je mets toujours ça partout, sur Facebook. Tous ceux qui me connaissent, voilà. Parce que je me dis que quand on a réussi à entrer dans une bataille comme celle qu'on a menée, nous, après l'occupation de la France, et qu'on s'est battu à ce titre-là, qu'on a appelé la résistance, on a résisté, jamais personne n'imaginait que les résistants pouvaient gagner contre cette formidable armée allemande. Eh bien oui, on a gagné quand même, parce que Toulouse, en plus, est une ville qui s'est libérée toute seule avec sa résistance. Les Allemands étaient partis quand les troupes sont remontées là je crois qu'ils venaient d'Algérie, puis ils sont remontés par le sud de la France, et en arrivant à Toulouse, il n'y avait déjà plus un seul Allemand. On avait réussi ça parce qu'on était bien. Donc ça veut dire que, pour moi, sans une résistance réelle, on ne peut pas combattre le capitalisme. C'est impossible. Impossible. Il est forcément plus fort que nous, mais en qualité et en nombre, nous pourrions être plus forts qu'eux. Donc ça veut dire qu'il faut résister, même quand on pense que c'est pas facile, que c'est pas possible. Et j'ajoute toujours résistons dans tout ce que je dis. Parce que c'est vrai, je sais pas, à ce moment, je trouve que avec les positions que prend le gouvernement et tout ça, il y a une espèce d'ambiance résistance qui commence à se faire jour. On n'aurait pas vu il y a à peine seulement 6 mois. Mais là, maintenant, les gens se disent je peux peut-être être partie prenante. Parce que rester chez soi, ne pas aller voter, tout ça, parce qu'on en a marre, c'est insuffisant quand même. Hein. Il vaut mieux faire quelque chose pour essayer de ne plus en avoir marre. Hein. Alors. Donc voilà, c'est à peu près ce que ça m'inspire à moi. Alors c'est pour ça que je garde toujours avec ce mot résistant, je m'en sers tout le temps.